Le rappeur Puff Daddy, figure incontournable du hip-hop, au service d'un système violent de trafic sexuel pendant des années, certaines mineures au moment des faits. Après plusieurs mois d'enquête, le magistrat dijonnais de 55 ans, il aurait proposé des rapports sexuels avec sa fille âgée de 12 ans. Dans l'affaire Epstein, ce milliardaire américain mis en cause pour exploitation sexuelle de mineurs et qui s'est suicidé en prison. Révèle le comportement toxique et les abus psychologiques et sexuels qui auraient été initiés par l'un des producteurs phares de Nickelodeon, Dan Schneider. L'affaire dite des viols de Mazan n'aurait peut-être jamais été révélée. Dominique Pellicot est surpris en flagrant délit par un vigile de l'établissement en train de filmer avec son téléphone portable sous les jupes de plusieurs clientes. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver devant les caméras d'Omerta. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Loup Bonamy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur notre plateau. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes bien connu des amateurs de chaînes d'information en continu, puisque vous êtes souvent amené en tant que philosophe à donner votre avis sur l'actualité. Et vous avez signé en début d'année, mais ce livre conserve toute son actualité, un livre intitulé « L'Occident déboussolé » aux éditions de l'Observatoire, dans lequel vous décortiquez la crise spirituelle et identitaire que traverse la France. Finalement, pour vous, les dangers que court notre pays sont moins la confrontation avec d'autres civilisations que l'effondrement de la nôtre. Et là-dessus, vous avez une critique assez radicale sur effectivement l'effondrement de la civilisation française et européenne dans bien des domaines, mais notamment dans le domaine intellectuel, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la transmission des savoirs et de la transmission culturelle. Alors, quel est votre point de départ pour parvenir à ces réflexions dont je viens d'esquisser la trame? Alors, mon point de départ, c'est bien parce que c'est une question qu'on ne me pose pas souvent, mais je pense qu'elle a tout son intérêt. C'est-à-dire que je considère que ce qu'on appelle la question identitaire, les questions liées à l'immigration, à l'intégration des immigrés, à l'islamisme aussi, sont des questions absolument fondamentales et qui vont jouer un rôle crucial, c'est déjà le cas, mais qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans les prochaines années, dans les prochaines décennies en France. Ce sont des enjeux colossaux. Or, j'ai eu le sentiment, peut-être un peu prétentieux, qu'aucune vision satisfaisante de cette problématique n'était proposée. Voilà, parce que si vous prenez aujourd'hui le débat public, vous avez le discours assimilationniste classique qui dit oui, les immigrés doivent s'assimiler, mais là j'estime que ce discours qui est louable dans le principe et en grande partie périmé, parce que s'assimiler, oui, mais à quoi? C'est-à-dire que je vois mal comment un modèle, un contre-modèle comme le nôtre, qui est en plein effondrement économique et financier, intellectuel et moral, pourrait donner envie qu'on s'y assimile. Donc, il faudrait déjà commencer par nous-mêmes, nous respecter nous-mêmes et nous opérer notre redressement si on voulait que les nouveaux venus s'assimilent à notre modèle français. Donc ça c'est bon. J'estime que le discours aussi, bien sûr, woke, comme on dit aujourd'hui, le terme est à la mode, n'est pas, bien sûr, pas satisfaisant, et que le discours, on va dire le discours porté par le Rassemblement national et a fortiori par Éric Zemmour. C'est un discours qui dit des choses intéressantes, qui peut être courageux et lucide sur beaucoup de points, mais qui aussi, à mon avis, commet beaucoup d'erreurs et dans lequel il y a beaucoup d'angles morts. Et donc, j'ai essayé de proposer un schéma nouveau qui tentait de répondre justement de manière originale à la question identitaire.
Et d'après vous, est-ce que les Européens vont amorcer un virage dans leur approche justement des questions liées à l'assimilation de populations d'origine extra-européenne, extra-chrétienne? Est-ce qu'elles vont être obligées de le faire, notamment en raison de l'évolution politique des États européens? Alors, dans le cas de la France, il me semble qu'on n'en prend pas du tout le chemin pour l'instant à court terme. Voilà, pour l'Italie de Madame Meloni, je pense que par exemple les choses sont un peu différentes. Mais dans le cas d'un pays comme la France, je pense qu'on n'en prend pas du tout le chemin. D'autant plus, justement, vous parlez des évolutions politiques. Imaginons que demain, le Rassemblement national arrive au pouvoir en France. Je ne sais pas du tout. Je pense que le Rassemblement national, et à plus forte raison Éric Zemmour, échouerait sur ces sujets par un problème d'approche. Je pense que déjà ce sont des partis qui manquent de cadre. Voilà. Je me demande bien avec qui ils gouverneraient. Ça, c'est l'un des aspects du problème. Et également, je pense qu'il y a de graves défauts dans l'analyse et dans l'analyse de nos propres faiblesses. Et donc, quand bien même demain des élections porteraient le Rassemblement national, ou même, là c'est de manière vraiment politique-fiction, ou même, mettons, M. Zemmour à l'Élysée, je ne pense pas que ce soit des partis qui soient armés intellectuellement pour apporter des solutions. Donc, voilà, ils ont le courage de constater les problèmes et la lucidité, mais je ne suis pas du tout sûr que leurs vieilles recettes soient les bonnes. Mais c'est vrai que on voit là que M. Retailleau, par exemple, est encensé par une partie de la droite en disant qu'il a pris les sujets sécuritaires à bras-le-corps. Mais est-ce que le problème en amont n'est pas plus important, c'est-à-dire la réflexion autour de la possibilité d'un multiculturalisme et la fiction multiculturelle qui semble quand même, chez beaucoup d'élites, se perpétuer. D'ailleurs, on voit que pour avoir abordé la question woke, le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, a été vite recadré, tout en maintenant ses propos, mais a été vite recadré par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui, elle, est proche de Gabriel Attal. Oui, moi je pense qu'il y a que Bruno Retailleau, il mène une action courageuse au sein du ministère de l'Intérieur, mais en fait j'ai quand même assez peu d'espoir dans cette politique parce que une politique c'est un tout. Donc quand vous faites le choix macroniste par excellence, qui d'ailleurs avait déjà été amorcé par François Hollande, de mettre un ministre de l'Intérieur à poigne, entre guillemets, à la place Beauvau, et un ministre de la Justice laxiste pour faire du « et » en même temps, vous ne pouvez pas régler les problèmes de sécurité. Voilà, ça me paraît être une question absolument centrale, puisque quand vous avez un ministre de l'Intérieur ferme et un ministre de la Justice, disons, laxiste, c'est évidemment le ministère de la Justice qui gagne, et donc l'approche laxiste, puisque c'est lui qui intervient en second. Donc, quand vous lui apportez des délinquants, globalement, ils ne vont pas en prison parce qu'il n'y a pas assez de place et qu'on se refuse, un peu pour des raisons financières, beaucoup pour des raisons idéologiques, à construire les places de prison nécessaires. Voilà. Et que, justement, le ministre vous dit, non, mais le ministre de la Justice vous dit, le tout carcéral n'est pas la solution. Donc, ça introduit quelque chose d'incohérent et d'illisible dans l'action gouvernementale. Ça neutralise complètement l'action du ministère de l'Intérieur, aussi ferme soit-elle, et ça empêche complètement de résoudre les problèmes sécuritaires. Ça, c'est un énorme aspect du problème. Donc ça, c'est l'un des aspects du problème. Autre aspect du problème, par exemple, sur les questions dites de laïcité.
Moi, je ne suis pas sûr que la laïcité telle qu'elle est présentée aujourd'hui est justement telle qu'elle est défendue par quelqu'un comme M. Attal. Je ne suis pas sûr que ce soit un rempart bien efficace face à l'islamisme. C'est-à-dire que justement, vous parliez du wokisme et des questions liées aux théories du genre. Si vous avez un ministre de l'Intérieur ferme qui dit « laïcité, on est strict sur la laïcité, et puis on va être strict sur l'assimilation, assimilez-vous », mais qu'en même temps, le même gouvernement, avec un ministre de l'Éducation, propose, voire impose du wokisme, du crypto-wokisme et de la théorie du genre aux enfants issus de l'immigration africaine ou arabo-musulmane, ils vont dire nous, désolé, on n'a pas envie de s'assimiler à ça. On n'a pas envie de s'assimiler à cette France-là. Et donc, justement, on est déraciné par l'immigration, on arrive dans un pays qui nous apparaît comme décadent. Donc, du coup, seule possibilité d'ancrage identitaire, l'islam, voire l'islamisme. Donc, une politique, c'est un tout. On a l'impression qu'après l'échec de la gauche libérale et la droite libérale à s'attaquer aux problèmes posés par les conséquences de l'immigration. On peut tout à fait mettre, je pense, dans le même panier à la fois la politique sinueuse d'un Nicolas Sarkozy sur le sujet lorsqu'il était président de la République, tout comme les réponses sinueuses que propose Manuel Valls et ses amis du printemps républicain. Donc une fois qu'on sait que tout ça n'a absolument pas empêché Samuel Paty de se faire égorger, décapiter même, comment ça se fait que une partie des élites, comment vous analysez le fait qu'une partie des élites françaises continue avec un logiciel centriste qui paraît assez éculé par rapport à ces réarmements identitaires? Et deuxième partie de ma question, est-ce qu'il n'y a pas une forme de grande naïveté pour les tenants, par exemple, du printemps républicain, pour ces anciens socialistes modérés, de dire qu'ils vont pouvoir mettre en échec la stratégie indigéniste avec des principes laïques qui remontent à une discussion avec la religion catholique à la fin du XIXe siècle? Oui, je pense que vous avez parfaitement résumé les choses. Donc déjà, si vous prenez justement, vous parliez de l'assassinat de Samuel Paty. Moi, je pense que c'est un cas tout à fait intéressant qui en dit long, parce qu'on a reçu une famille d'origine tchétchène. Bon, déjà, il n'y a pas de lien historique, culturel, linguistique, colonial entre la France et la Tchétchénie. Donc là, vraiment, c'était déjà une présence un peu exotique et surprenante. Bon, cette famille était bien connue, on le sait maintenant, on l'a vu notamment au moment du procès, cette famille était bien connue pour ses opinions islamistes et il y avait dans la famille une admiration pour la figure d'Oussama Ben Laden. Bon, on a permis à cette famille de rester sur le territoire national. Donc il me semble que la solution, ce n'était pas de crier laïcité, laïcité, mais ça aurait été plutôt de ne jamais accepter cette famille qui n'avait pas sa place sur le territoire national. Et une fois qu'on avait commis l'erreur de les recevoir sur le territoire, à partir du moment longtemps avant l'assassinat de Samuel Paty, on s'est rendu compte que cette famille avait de l'admiration pour Oussama Ben Laden. Il aurait fallu procéder à l'expulsion immédiate de toute la famille. Voilà, ça c'était déjà le nœud de la solution. C'est-à-dire que nous, non seulement on a commis l'erreur de les garder, mais en plus on leur a envoyé systématiquement des signaux de faiblesse qui les ont invités à nous mépriser en fait, et d'où le passage à l'acte. Donc là, déjà, c'est-à-dire que parler de la question de l'affaire Samuel Paty sans parler de la question migratoire qui est absolument au centre de l'affaire, c'est quand même une erreur majeure. Ensuite, nous sommes en train de réaliser cette vidéo quelques heures après la chute de Damas. Oui. Je rappelle que l'assassin de Samuel Paty avait proclamé son allégeance
au groupe islamiste qui est la branche d'Al-Qaïda en Syrie, qui avant s'appelait le Front Al-Nosra et qui maintenant s'appelle le HTS. Donc voilà, là, qui a pris le pouvoir. Voilà, et qui a pris le pouvoir à Damas. À Damas, parce que voilà. certaines régions. Oui, parce que bien sûr, donc qui a pris le pouvoir à Damas. Et donc là aussi, il faut un peu s'interroger. Donc bon, quand on voit l'état des prisons syriennes de Bachar al-Assad, je comprends que certains en France puissent se réjouir de la chute de Bachar al-Assad, mais se réjouir sans s'interroger. Enfin, vous voyez, par exemple, les gens du printemps républicain qui viennent vraiment dire « Ah, Samuel Paty, c'est horrible », et puis en même temps qui viennent vous dire « Ah, on a libéré Damas, c'est super ». Bon, voilà, par ailleurs, Bachar al-Assad, je pense, c'est vraiment un boucher, mais c'est un autre sujet. Mais faire les deux en même temps me paraît quand même absolument incohérent. C'est-à-dire on ne peut pas acclamer à Damas ce qu'on conspue dans l'Académie de Versailles. Voilà, ça c'est quand même un peu surprenant. Et enfin, je rappelle que, justement, je pense que la stratégie laïcarde n'est absolument pas la bonne face à l'islamisme, parce que, d'une part, le logiciel laïque, justement, vous l'avez dit, a été conçu à la fin du 19e, au début du 20e siècle, voilà, loi de 1905, dans un débat avec la religion catholique, qui est structurellement très différente de la religion musulmane. Qui distingue le temporel du spirituel. Exactement. Et d'autre part, le deuxième problème de la stratégie laïque, c'est que à l'époque, les républicains qui portaient le discours de la laïcité avaient trouvé une force symbolique et un ancrage dans le patriotisme. En fait, le problème, c'est que l'être humain a besoin d'identité et a besoin de sacré. Les immigrés qui vivent en France ne trouvent pas de réponse à leurs besoins d'identité en France, parce que nous sommes en pleine crise identitaire, nous nous renions nous-mêmes, donc ils ne vont pas s'assimiler à des gens qui se renient eux-mêmes, et en même temps, ils ne trouvent pas non plus de réponse à leur demande de sacré, qui caractérise chaque être humain. Donc, ils vont, par réaction, trouver ce besoin d'identité et ce besoin de sacré dans l'islamisme. Et le problème, c'est que la laïcité actuelle, version Gabriel Attal ou version printemps républicain, n'est porteur d'aucune puissance symbolique. La France de la Troisième République qui fait la loi de 1905, elle a trouvé un ancrage dans le patriotisme français. Le problème, c'est que la République, en elle-même, elle est incapable de générer un sacré qui lui soit propre. Vous savez qu'au moment de la Révolution française, il y a la fête de la Fédération, 14 juillet 1790, l'évêque Talleyrand va faire la messe de la fête de la Fédération, et comme les décors sont en toque, en carton-pâte, il dit à quelqu'un qui est avec lui « Surtout ne me faites pas rire ». Donc le problème, c'est que la République, elle est incapable de générer son propre sacré, sa propre puissance symbolique, qui donne éventuellement des gens prêts à mourir pour elle. Et la solution qu'avait trouvée la Troisième République, c'est d'endosser un sacré qui n'était pas le sacré républicain, mais qui était le sacré de l'histoire de France et du patriotisme et du drapeau et de l'histoire de France sur le temps long. C'est-à-dire que la Troisième République laïque, anticléricale, antimonarchique, assumait tout le passé de la France depuis Clovis. Les Gaulois. Exactement. Mais voilà, exactement. Et même plus exactement depuis les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, avec Clovis, avec Jeanne d'Arc, avec les rois qui ont fait la France. Et donc, même si on était républicain et antimonarchique, on assumait quelque chose de plus haut que la République, qui était la France. Et c'est ça qui a donné sa puissance symbolique à la République. C'est que justement, cette puissance symbolique ne venait pas de la République elle-même, parce que ça, ça n'existe pas en fait, mais c'est que la Troisième République avait donné une puissance symbolique à la République en prenant le thème du patriotisme. Maintenant qu'on a bazardé le patriotisme... on peut dire que ça a tenu jusqu'à la mort du général de Gaulle. Voilà, ça a tenu, disons, jusqu'aux années 80, 90 même. À la gloire de l'Église catholique qui disparaît avec la fin du Second Empire, le Second Empire instrumentalisant avec son accord le catholicisme. Ensuite, on a eu à peu près un siècle, 1870-1970, avec cette idée effectivement de patriotisme portée notamment par l'armée et les instituteurs socialistes de 1914.
Peggy était au fond Voilà. l'un d'entre eux. Et tout ça tient jusqu'à la mort du général de Gaulle, où là, Ouais, même un peu au-delà, on rentre dans peut-être. une France gestionnaire et qui ne gère plus rien. Bien sûr, exactement. C'est-à-dire que... Où l'économie, le primat de l'économie Voilà. évacue le politique, qui revient de façon tragique. Bah, exactement. Donc, je pense que vous avez bien résumé les choses. Un, on abandonne complètement la politique au profit de l'économie. Bon. Donc, et d'une vision gestionnaire, c'est-à-dire on aspire finalement en quelque sorte à sortir de l'histoire. Voilà, nous organisons nous-mêmes notre propre sortie de l'histoire, surtout ne plus être dans une vision épique des choses, ne plus avoir de vision du tout. Hein. Ça, voilà, vous avez un homme politique allemand, je crois que c'était Helmut Schmidt, qui disait les gens qui ont des visions, je les envoie consulter un psychiatre. Donc voilà, donc qui incarne bien pour la France ou pour l'Allemagne cette vision gestionnaire où surtout on tourne la page de l'histoire et de l'épopée historique. Donc déjà, et l'économie gestionnaire remplace la politique. Bon. Et en plus, l'économie, ça se passe mal. Et nos dirigeants ne veulent plus faire que de l'économie et finalement, on a des millions de chômeurs, les fermetures d'usines, la désindustrialisation. Donc, ça, c'est déjà un pan du problème. Et ensuite, on abandonne nous-mêmes notre propre souveraineté. Donc, et quand je vois par exemple sur l'affiche officielle pour les Jeux olympiques qu'on a retiré le drapeau français de l'affiche et la croix chrétienne des Invalides, et on a fait une représentation fictive des Invalides où la croix avait disparu et où le drapeau tricolore avait disparu, ce n'est pas les immigrés ou les musulmans qui nous ont forcés à faire ça. C'est nous-mêmes, des élites françaises qui ne sont pas issues de l'immigration, qui ont donné leur accord à ce que cette affiche, par ailleurs extrêmement laide, soit l'affiche officielle des Jeux Olympiques. De même, ce ne sont pas des immigrés ou des musulmans qui ont dit « il n'y a pas de culture française ». C'est Emmanuel Macron. Mais évidemment, quand vous dites « il n'y a pas de culture française », ça va être difficile de demander à des gens de s'assimiler à quelque chose qui, selon vous, n'existe pas. Et oui, d'ailleurs, personne n'aurait eu l'idée sous la Troisième République d'enlever la croix qui est au-dessus du Panthéon. Tout à fait. Alors que ce n'est plus une église. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on devance les appels, si l'on peut dire, pour effectivement déconstruire les identités européennes. Je rappelle que les Allemands, eux, ne parlent plus que de patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire que respecter la constitution allemande suffit de faire de vous un Allemand. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et donc, mais, comme vous le disiez, c'est un problème du niveau des élites. Vous qui avez été élève d'une grande école française, comment expliquer le fait que ces élites aient basculé dans ce que certains appelleront le wokisme, d'autres l'indigénisme. Comment ça se fait que en 20 ans, entre l'an 2000, où on tenait encore des discours républicains à gauche, je rappelle juste l'influence à l'époque d'un Jean-Pierre Chevènement, comment on est passé de ces discours républicains qui existaient même dans la bouche de Lionel Jospin par rapport à l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du lendemain du 11 septembre pour qu'il y ait cette démission complète des élites universitaires et de la formation des professeurs et surtout des universitaires de demain. Comment ça se fait que même une université comme Paris 2 est aujourd'hui, sur le plan juridique, à basculer intellectuellement à gauche? Oui, c'est-à-dire que pour moi, il y a une forme... Enfin, dans une gauche, oui, en tout cas, non républicaine. Oui, c'est-à-dire il y a une forme de conformisme des élites. Et notamment, je pense qu'il y a une volonté très forte de se distinguer de la masse et de se singulariser. Finalement, c'est ce qu'on appelle, vous savez, en sociologie, c'est les croyances de luxe, c'est-à-dire avoir des opinions qui vont tellement
à l'encontre du sens commun, tellement à l'encontre de ce que pense la majorité des gens, que finalement vous vous singularisez. Voilà, c'est une croyance de luxe. Et ça reprend finalement, ça avait des choses qui avaient été bien analysées par Pierre Bourdieu. Vous savez, Pierre Bourdieu, il dit ce qui est très important dans la bourgeoisie, c'est de se distinguer. Et si la bourgeoisie va visiter des musées, ce n'est pas tant par amour de l'art ou de la culture classique que pour se distinguer de ceux qui n'y vont pas. Donc, par exemple, les prolétaires. Bon, je pense qu'on a un phénomène de ce type-là, c'est-à-dire que quand vous défendez des idées qui vont à l'encontre du sens commun sur toutes sortes de sujets, voilà, les théories écologistes, radicales, les théories que vous appelleriez woke, je pense que, il y a une volonté vraiment de se distinguer de ce que pense la majorité des gens. Ça, je pense que c'est un phénomène très fort et qui mélange à la fois une volonté, ça c'est le deuxième point, de se distinguer de la masse qu'on méprise finalement, et en même temps une forme de lâcheté et de conformisme. On va penser comme tous ceux de son milieu, on va suivre le troupeau, c'est-à-dire surtout ne pas penser comme le prolétaire de base, mais par contre bien rester dans les clous voilà, et typiquement ne pas mettre, très important, ne pas mettre ses actes en discours avec ses propos. C'est-à-dire, voilà, vous tenez des discours sur vous êtes universitaire, vous tenez des discours sur l'immigration, c'est super, mais en même temps, vous êtes extrêmement condescendant avec votre femme de ménage maghrébine. Et puis surtout, vous ne mettez pas vos enfants dans les écoles où il y a trop d'immigrés. Voilà. Donc ça, ça me paraît, et c'est ce qui fait que, les élites intellectuelles... Exactement. Voilà, ne faites surtout pas ce que je fais. Et c'est pour ça que les élites intellectuelles sont complètement discréditées et que les classes populaires s'autonomisent vis-à-vis des élites intellectuelles, mais parce que ces élites donnent l'impression, à juste titre, d'être complètement déconnectées et d'avoir failli. Et enfin, je pense qu'il y a des éléments psychologiques très forts. Je pense qu'il y a une influence, on le voit bien dans les universités américaines, ce qu'on appelle justement le wokisme. Il y a une influence religieuse. Voyons, par exemple, dans le wokisme américain, on retrouve tous les thèmes du vieux protestantisme. La culpabilité, la faute, le péché. Sauf qu'on va écarter la référence divine et on va simplement garder l'obsession pour le mal, le péché, etc., etc. Mais moi, je vois bien que chez les élites intellectuelles, entre guillemets, il y a une forme de fascination et de soumission pour les islamistes. À mon avis, pour deux raisons opposées, mais qui, dans la psychologie, s'articulent bien. Un, parce que l'islamiste, on va le percevoir comme le faible, la victime, le discriminé. Et c'est donc... C'est le vieux voilà, logiciel marxiste. Exactement, figure de la rédemption qui va remplacer l'ancien prolétaire, c'est-à-dire on abandonne le prolétaire, voilà, qui est un beauf, qui vote pour le RN, et on va le remplacer par le gentil immigré victime de discrimination et de racisme. Donc ça, c'est l'une des premières... c'est un marxisme qui se conjugue d'ailleurs aussi avec une certaine vision du christianisme. Tout à fait, mais sans Dieu, on va simplement garder le thème de le péché, le dévou, voilà, aider le plus simple. Donc ça, c'est une raison pour laquelle, à mon avis, les intellectuels vont être complètement soumis à l'islamisme, c'est-à-dire qu'ils vont avoir justement cette vision angélique et condescendante, dont d'ailleurs les islamistes ne leur sont absolument pas reconnaissants. Les islamistes, eux, si jamais vous avez de la condescendance pour eux, ils vous méprisent. C'est-à-dire que tous ces intellectuels antiracistes de gauche sont en fait méprisés par les islamistes. Bon, d'une part, et d'autre part, il y a également une autre logique, c'est que l'islamiste, c'est aussi celui qui a la force. L'islamiste, c'est celui qui finalement va tuer des gens qui vous ressemblent, des bobos du 11e arrondissement, à Charlie Hebdo. Voilà, ça. Et donc, il y a aussi une forme de soumission pour la force et de fascination pour la force et la violence islamiste. Voilà, la fascination de l'intellectuel de gauche pour la violence islamiste. Donc, si vous voulez, l'islamiste... Parce que c'est un moyen de voir, d'arriver à supporter ses propres frustrations. Exactement. Et donc, l'islamiste, il est doublement gagnant parce que dans une forme
mécanisme paradoxal, c'est-à-dire qu'il est à la fois plus faible que vous parce que vous estimez qu'il est discriminé, etc., etc., et donc il ne faut surtout pas l'offenser, et en même temps, il est plus fort que vous parce qu'il a la violence, il a les armes, et on le sait, c'était déjà le cas avec les luttes tiers-mondistes des années 60-70, il y a une fascination des intellectuels de gauche pour la violence. Et donc, si vous l'islamisme, il est à la fois plus faible que vous, voilà, c'est le pauvre petit qu'il faut aider, et en même temps plus fort que vous, parce que c'est celui qui peut vous tirer dessus à la Kalachnikov. Donc, si vous croisez les deux, ça explique la fascination de ces milieux-là pour l'islamisme. Et la soumission complète. Heureusement, les islamistes ne leur en sont pas reconnaissants et les méprisent. Donc, bon, en tout cas, le tableau que vous nous dressez est quand même assez angoissant. Voyez-vous des raisons d'espérer ? Moi, je crois qu'il faut toujours être optimiste. Vous savez, c'est la phrase de Hölderlin, ce poète allemand. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Voilà, donc là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Mais voilà, donc je pense que oui, on peut espérer, mais la solution se trouve en nous. Elle consiste à opérer notre propre redressement intellectuel et moral. Comme aurait dit Hippolyte Taine à l'époque. Ernest Renan. Mais Hippolyte Taine dit des choses assez semblables. Justement, c'est bien que vous citiez Renan, parce que, justement, après la défaite de 1870 face à la Prusse, qui est une humiliation pour la France, Ernest Renan publie ce livre, Le redressement intellectuel et moral, et dans lequel il ne dit pas un mot contre les Prussiens. Il dit les causes de la défaite française sont en France. Donc, quand il y a, par exemple, des attentats qui viennent frapper la France, j'aimerais qu'on arrête un peu soit le logiciel laïcard, type Printemps républicain ou même Gabriel Attal, soit le logiciel zemmourien, choc des civilisations, et qui consiste un peu à dénigrer les immigrés et à taper sur l'arabe de service. Voilà. Vous savez, moi je trouve que les journalistes de gauche ont une carte de prêche et pas une carte de presse. C'est-à-dire ils vous font des discours moralisateurs, des prêches quasiment religieux à longueur de journaux. Mais également, je trouve que parfois certains journalistes de droite, conservateurs ou identitaires, ont justement un permis de chasse pour tirer sur l'arabe de service. J'aimerais que quand il y ait un attentat, on s'interroge plutôt sur nos propres faiblesses qui ont permis cet attentat, plutôt que de taper sur l'éternel arabe de service. J'aimerais qu'on se dise qu'est-ce qui, dans notre politique migratoire, fait qu'est-ce qui nous a rendus assez aveugles pour qu'on puisse accepter une famille tchétchène ou qui admire Oussama Ben Laden, donc la famille de l'assassin de Samuel Paty, en pensant que ça allait bien se passer. Qu'est-ce qui, chez nous, ne va pas? Voilà, ça c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus, plutôt que de dénigrer les musulmans dans leur ensemble ou de crier laïcité, laïcité. J'aimerais bien qu'on s'interroge sur ce qui ne va pas chez nous. Voilà. On laissera la question ouverte, mais il est probable que effectivement la classe politique ne soit plus capable d'assumer ses responsabilités et que le tout communication ait écarté la réflexion profonde voilà, sur des questions aussi diverses que la démographie, l'avenir de la culture. Il ne suffit pas de... On voit certains politiques admirés parce qu'ils ont 3 citations à la bouche, mais on voit des gens se mobiliser pour sauver les murs des églises, mais qui sont incapables de s'interroger sur la dimension spirituelle de l'homme. Voilà, on pourrait... Effectivement, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est cette capacité que vous avez de pointer nos propres défauts qui sont à la base de pas mal de nos problèmes actuels. Donc je rappelle le titre de votre livre, L'Occident déboussolé, aux auditions de l'Observatoire. Et je vous remercie encore d'avoir pris le temps de venir parler de ce livre et de l'actualité très chaude pour les auditeurs de la chaîne Omerta sur YouTube. Merci encore.